Bonjour, bienvenue, merci de faire l'exercice. Bonjour à Euh, toi, merci. Aujourd'hui, on va parler du livre Plantes fermentées, effets décuplés, qui est disponible aux éditions Marco Pieper. Donc, ce que je te propose, c'est que tu te représentes pourquoi est-ce que, avec Sandra, vous avez écrit ce livre et voilà, comment t'en es arrivé là. D'accord. Donc, Fabien Piasco, diététicien nutritionniste depuis une douzaine d'années, auteur pour deux magazines, enfin rédacteur pour deux magazines et auteur de plusieurs livres. J'ai Mhm. écrit notamment le livre L'alimentation anti-endométriose, qui en est à sa sixième édition, et divers livres dans différents domaines de la nutrition. Et donc, nous avons récemment écrit un livre avec Sandra sur les plantes fermentées. Un livre qui présente l'intérêt de la fermentation dans le domaine de la phytothérapie. Donc plus largement que dans le domaine de l'alimentation, qui est déjà où la fermentation est très utile, elle l'est également pour les plantes. Ok, super. Et donc, si on doit résumer ce qu'est la fermentation, voilà, à quoi ça sert, en quoi c'est bénéfique sur l'organisme, qu'est-ce que tu peux nous apprendre? D'accord. Alors la fermentation, c'est un procédé millénaire dans le domaine de l'alimentation humaine. Et initialement, c'était utilisé principalement pour la conservation des aliments, sans avoir de chaîne du froid. Et sur le plan culinaire, ça a aussi des intérêts dans le sens où ça améliore le goût des aliments. Euh, Qu'est-ce que c'est réellement la fermentation? La fermentation, c'est l'action de micro-organismes, euh, des bactéries, ça peut être des levures. Dans les aliments, c'est souvent un mélange de tout ça, qui vont modifier la matrice de l'aliment par des réactions chimiques et qui va stabiliser l'aliment dans sa conservation pour empêcher le développement de bactéries pathogènes et modifier les caractéristiques nutritionnelles de l'aliment. C'est ça qui est intéressant. Donc, par exemple, ça va permettre de former des vitamines et également de rendre euh, plus digeste et donc plus digeste l'aliment et donc d'améliorer l'assimilation des nutriments qui le contiennent. Et est-ce que, au niveau de la fermentation, voilà, on entend souvent parler de probiotiques, de postbiotiques. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a un effet différent? Est-ce qu'au niveau de la fermentation, il y a différentes étapes dans lesquelles on peut les retrouver ou... Oui, alors la fermentation, il y a obligatoirement des probiotiques puisque ce sont les micro-organismes qui vont opérer la fermentation. Donc ces probiotiques, ils sont soit rajoutés, soit ils se développent spontanément. Par exemple, Ok. du pain au levain, ça se développe spontanément. On garde un petit bout de pâte, un petit pâton qu'on laisse de côté. Il va commencer à se développer des bactéries dedans. Et ensuite, plus tard, on réintégrera ce pâton dans la pâte suivante et les micro-organismes vont se développer. Dans le pain à la levure, on rajoute la levure de boulanger pour faire cette fermentation. Donc, les probiotiques, il y en a obligatoirement dans la fermentation. Si c'était stérile, ça ne fermenterait pas. Donc, ces micro-organismes sont présents. Voilà, soit on les rajoute, soit ils se développent spontanément en fonction de ce qui est déjà sur l'aliment, naturellement, ou dans l'environnement, comme par exemple les caves où vont s'affiner les fromages. Ce sont les germes présents sur place qui se développent et qui font les particularités. Ok. Ensuite, les postbiotiques, alors ça c'est un terme qui est utilisé en science depuis assez peu de temps. Ça, ça définit des substances qui sont créées, nouvellement formées par la fermentation. Voilà. Donc, typiquement, des vitamines se, qui se produisent lors d'une fermentation, ça, ce sont des postbiotiques. Par exemple, dans notre intestin à nous, quand on consomme des fibres, glucides fermentescibles,
au niveau du côlon, on va avoir une fermentation qui donne naissance à des acides gras à chaîne courte, notamment du butyrate, et ça, c'est un postbiotique. Le postbiotique, c'est une molécule nouvellement formée par la fermentation qui n'existait pas avant. Voilà, c'est ça la définition. Il y a également d'autres termes qu'on utilise dans ce domaine-là. En réalité, il y a plein de nouveaux termes. Il y a par exemple mycobiotiques. Les mycobiotiques, ce sont les probiotiques de la classe des champignons, des levures. Et il y a aussi notamment les parabiotiques. Les parabiotiques, ce sont des probiotiques initialement, mais qui sont ensuite morts, qui sont désactivés. C'est par exemple le cas dans la choucroute. Une fois que la choucroute est cuite, les bactéries sont désactivées, elles sont tuées, et on a toujours la présence de ces bactéries dans l'aliment qu'on appelle parabiotiques. Pardon. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les parabiotiques, même si ce sont des bactéries mortes, désactivées, elles possèdent toujours une action sur l'organisme, notamment au niveau intestinal, permettant d'améliorer la perméabilité de la barrière intestinale et de diminuer l'inflammation. Donc, c'est comme un antigène qui est toujours présent, bien que les parabiotiques ne puissent pas se développer, coloniser un intestin. En fait, ils ont toujours un rôle antigénique sans avoir le rôle de colonisation. Les bactéries et la fermentation sont vraiment hyper importants pour notre intestin, en fait, en général. Exactement. Alors, oui, de toute façon, le microbiote pour l'humain est d'une importance capitale pour le système immunitaire, pour l'assimilation, voilà, pour éviter le développement de mauvais germes. Donc, le microbiote chez l'humain est très important sur le plan immunitaire et notamment sur le plan nutritionnel. Mm-hmm. Et ce qui est important, c'est que toutes comment dire, ces données sont applicables dans une certaine mesure aussi à la phytothérapie. On va avoir le même genre de bénéfices quand on fait fermenter des plantes. De la même façon que la fermentation des aliments est bénéfique, celle des plantes l'est aussi. Et c'est le sujet du livre, en fait. Oui, ce qui me permet de faire la transition, parce que ben voilà, aujourd'hui, on ne va pas aborder tous les chapitres et toutes les plantes développées dans le bouquin. On va en aborder 4. Donc, on abordera le curcuma, le gingembre, l'ashwagandha, pas facile à dire, et l'ail noir. Donc voilà, quels sont leurs bienfaits et pourquoi est-ce qu'ils sont plus efficaces, est-ce qu'ils sont plus efficaces fermentés et pourquoi? D'accord. Alors, tout d'abord, il faut préciser leurs propriétés de base, c'est-à-dire ces plantes non fermentées. Donc, le curcuma et son composant principal, en tout cas celui qui est le plus étudié, c'est la curcumine. Et la curcumine a de multiples intérêts pour la santé, antioxydants, anti-inflammatoires, anti-cancer, très bénéfique pour le tube digestif, le foie, même pour les affections cutanées. Bref, la curcumine a de multiples applications santé dans quasiment tous les domaines. Ensuite, le gingembre. Alors ça, c'est assez similaire dans les indications, on va dire. Le gingembre est un puissant antioxydant, anti-inflammatoire, un antalgique prouvé dans des domaines comme la migraine, les douleurs de règles. C'est une plante qui améliore grandement la digestion, qui a des propriétés antiémétiques, c'est-à-dire qui calme les nausées et vomissements, qui peut être utilisée pendant la grossesse pour calmer les nausées. Encore d'autres propriétés, mais comme des effets antidiabétiques et d'autres effets, mais la plupart du temps, on utilise le gingembre pour ça. Ensuite, on parlait de l'ashwagandha. L'ashwagandha, ouais. L'ashwagandha, c'est une plante de la médecine ayurvédique, l'Ayurveda, qui est principalement utilisée pour son effet adaptogène. Adaptogène, c'est-à-dire qui permet à l'organisme de s'adapter à un stress. Alors, stress d'une manière générale, c'est pas obligatoirement un stress psychologique, ça peut être un stress physiologique. Une plante adaptogène
est une plante qui permet au corps d'avoir une plus grande résistance à tout type de perturbations et de stress. Au même titre que le ginseng, la rhodiola ou certains champignons comme le reishi notamment. Ok. L'éleutérocoque également. Et l'ashwagandha est majoritairement utilisé pour ses effets anti-stress, mais là psychologiques, c'est-à-dire son action anxiolytique, et particulièrement dans le stress chronique et dans l'épuisement des glandes surrénales. Voilà, Ok. donc comment dire, la fatigue chronique, l'épuisement chronique, le stress chronique peuvent aboutir à un épuisement des glandes surrénales, et l'ashwagandha peut être bénéfique dans ce domaine-là. Et ensuite, l'ail noir. L'ail noir, c'est quelque chose d'assez particulier. Ce n'est pas une variété d'ail particulière, c'est de l'ail frais, de l'ail blanc normal, qui a été mis en étuve, c'est-à-dire dans un milieu humide et chauffé pendant plusieurs semaines, de telle sorte à ce qu'il caramélise par la réaction de Maillard finalement. Et ce procédé va modifier sa composition, ça va détruire certains composés, ça va en créer d'autres, ou en tout cas ça va modifier sa composition et le rendre à la fois plus digeste que l'ail normal et aussi beaucoup plus antioxydant. Ok. Et l'ail noir est utilisé alors, principalement dans l'hypertension et dans la prévention de l'athérosclérose, c'est-à-dire les plaques qui se forment dans les artères. Et après, ça a aussi d'autres propriétés antioxydants, anti-inflammatoires, détox. Il y a plein d'autres propriétés à l'ail noir. Et donc, toutes ces plantes existent en version fermentée. Alors, pour l'ail noir, c'est un petit peu différent, mais j'expliquerai. Alors, par exemple, on a du curcuma fermenté. Donc, on prend de la poudre de curcuma simple, dans laquelle on rajoute des bactéries probiotiques, notamment du Lactobacillus plantarum, qui va modifier la matrice du curcuma, et notamment qui va permettre de former un postbiotique qui s'appelle la tétrahydrocurcumine, qui est un dérivé de la curcumine finalement, qu'il n'y a pas à l'origine dans le curcuma. Il peut se former néanmoins dans nos intestins quand on consomme du curcuma et de la curcumine. Mais là, ça va être préformé par cette fermentation. Et la tétrahydrocurcumine a des propriétés un peu différentes de la curcumine. Elle est plus performante dans certains domaines que la curcumine. En réalité, chacune a ses avantages et inconvénients. La curcumine est plus performante dans quelques domaines, la tétrahydrocurcumine dans d'autres. Mais notamment, la tétrahydrocurcumine est beaucoup plus performante dans le domaine de la lutte contre le stress oxydant. C'est un pouvoir antioxydant bien supérieur. C'est bien plus efficace pour réduire l'oxydation du cholestérol dans les artères, par exemple. Voilà. Et au-delà de ce postbiotique, on a également une meilleure assimilation des curcuminoïdes grâce à la fermentation. Donc, on met une meilleure biodisponibilité. Donc, ça, c'est le curcuma fermenté qui a quand même un grand intérêt par rapport au curcuma standard. Ensuite, le gingembre. Donc, le gingembre, ça contient des molécules qui sont bénéfiques, qui sont antioxydantes notamment, le gingérol, par exemple. Et alors, de toute manière, quand on fait chauffer du gingembre, comme c'est le cas quand on met du gingembre dans une tisane ou quand on utilise le gingembre dans la cuisine, il se forme une nouvelle molécule par justement la chaleur, le 6-chogaol, qui est une molécule finalement beaucoup plus puissante que celle qui est initialement présente dans le gingembre qui n'est pas chauffé. Donc, quand on fabrique des extraits de plantes avec du gingembre, forcément, il y a un séchage avec une chauffe et se forme cette molécule comme elle se forme quand on fait de la cuisine. Quand on utilise du gingembre fermenté, le taux de cette molécule va être considérablement augmenté. Donc, l'avantage, là, c'est aussi d'avoir une augmentation du taux de ce principe actif par la fermentation. Donc, du gingembre standard versus du gingembre fermenté,
c'est plus de principes actifs. Ça, c'est la différence majeure. Ensuite, l'ashwagandha. L'ashwagandha, il y a vraiment un intérêt considérable à la fermentation. Non seulement les principes actifs vont augmenter, le taux des molécules spécifiques de l'ashwagandha vont augmenter grandement, et il y a un principe actif de l'ashwagandha, le withanolide A, qui, grâce à la fermentation, va permettre de croître de 70%. Et ça, c'est un des composants majeurs de l'ashwagandha. Okay. Au contraire, dans l'ashwagandha, il y a des molécules indésirables, des molécules toxiques, notamment la withaferrine A, qui est détruite quasiment en totalité grâce à la fermentation. Elle reste à des niveaux négligeables, on va dire. Donc, la fermentation permet d'augmenter le taux de principes actifs tout en réduisant les molécules toxiques. Donc là, on a un intérêt vraiment considérable par rapport à l'ashwagandha standard, avec bien évidemment des propriétés anxiolytiques, anti-stress, adaptogènes qui sont augmentées par la fermentation. Et, la dernière plante, donc l'ail noir. Alors l'ail noir, c'est sur le plan microbiologique, c'est pas vraiment une fermentation comme les autres. Là, il n'y a pas besoin d'ajout de probiotiques. On utilise le terme fermentation, tout le monde utilise ce terme, qui pourrait paraître impropre, mais les modifications chimiques de l'ail sont équivalentes à ce qui se fait avec une réelle fermentation, même si ce n'est pas une fermentation à proprement parler, mais plutôt une réaction de Maillard. Donc, classiquement, dans l'ail noir, on a le développement d'une molécule qu'on appelle la S-allylcystéine, et c'est grâce à elle qu'on a l'ensemble des propriétés de l'ail noir. Également, ce procédé de réaction de Maillard détruit l'aillicine, qui est ce qui donne le goût très fort à l'ail, ce qui donne l'odeur désagréable à l'ail, et ce qui donne aussi l'odeur corporelle qu'on peut avoir si on mange de l'ail, avec notamment l'haleine et l'odeur dans la transpiration. Ça, c'est détruit par la réaction de Maillard. Donc, dans l'ail noir, l'aillicine est très très faible. Et au contraire, la S-allylcystéine, qui est un composé soufré, comme on en retrouve beaucoup dans l'ail, va grandement augmenter. Et là où il y avait un intérêt de parler de l'ail noir dans le livre, c'est qu'il existe un procédé spécial qu'on appelle la triple fermentation. Donc, triple fermentation, c'est simplement qu'on a un procédé divisé en 3 phases avec des températures différentes et un procédé beaucoup plus long. Au lieu de mettre en étuve 3 semaines de l'ail frais pour en faire de l'ail noir, il le sera 3 mois, quasiment 3 mois, et à des températures différentes, ce qui permet de multiplier par 10 le taux de S-allylcystéine par rapport à de l'ail noir standard. Voilà. Donc, on peut retrouver dans de rares compléments alimentaires un extrait d'ail noir triplement fermenté qui va avoir 10 fois plus de principes actifs. Lequel est responsable de l'effet sur la pression artérielle, l'effet protecteur contre le développement des plaques d'athérome dans les artères, etc. etc. Okay. Donc, globalement, avoir recours à de la fermentation purement standard avec des bactéries comme Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, par exemple, ou parfois certaines levures. Donc, les levures, ce ne sont pas des bactéries, ce sont des champignons. Ou bien un procédé, quelque part, un peu assimilé dans ses résultats à la fermentation, qui est quand même assez spécifique pour l'ail noir. Donc, des procédés spéciaux. Tout ceci va permettre d'améliorer les propriétés thérapeutiques des plantes. Tu conseillerais, toi, en tant que nutritionniste, de consommer des plantes fermentées assez régulièrement, quoi, ou pas du tout? Alors en fait, les plantes fermentées,
ont un intérêt pour certaines, mais pas pour toutes. C'est-à-dire qu'on Ouais. ne peut pas, on n'est pas obligé d'utiliser des plantes fermentées pour absolument tout. Mais certaines ont un réel intérêt par rapport à d'autres. Pour le curcuma, il y a un réel intérêt. Pour le gingembre, il y a un réel intérêt. Pour l'ashwagandha également. Voilà. Donc, pour ces plantes-là spécifiquement, oui, la plante fermentée fait mieux que l'original. Que la plante normale, ouais. Exactement. Donc, mon conseil, c'est pour ces plantes-là, oui, ayez recours aux versions fermentées.